Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast avec Anna Roy. Salut Anna. Bonjour Nina. Anna, pour rappel, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans. Tu es aussi engagée et l'autrice de très nombreux ouvrages sur la santé des femmes et sur la maternité, notamment On en parle de mon périnée. Aujourd'hui, on va prolonger notre discussion sur le périnée. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent, qu'on vous conseille quand même d'écouter. Le périnée, c'est un muscle, c'est pas un organe, c'est un ensemble de muscles ou de structures tissulaires qui sont à l'image de muscles. Et ça ressemble à une sorte de hamac qui permet de tenir le reste des organes du corps. Et le périnée, les femmes et les hommes en ont un, mais nous on parle surtout du périnée chez les femmes. Dans l'épisode précédent, on vous a appris ou on a essayé de vous filer des petites techniques pour reconnaître si votre périnée était en bonne, en moyenne ou en mauvaise santé. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, Anna, c'est comment on fait pour prendre soin de ce périnée, de ce hamac, de cette structure musculaire, de ce muscle, mais pas de cet organe. C'est un ensemble de muscles, c'est une dizaine de muscles. Quel mort. Plus les autres parties molles, donc qui ferment le bassin. Alors, pour en prendre soin, il y a plusieurs volets. En fait, il faut déjà y faire attention absolument tous les jours, on va le voir en appliquant certains conseils. Il faut régulièrement aller voir une sage-femme, un médecin ou un kinésithérapeute pour faire un bilan. Moi, je dis tous les 3 à 5 ans ou plus si on a une pratique sportive intensive avec impact. Et je vous le rappelle, mais vraiment, avoir un périnée fatigué n'a rien à voir avec l'âge ou avec la condition dans laquelle on est. Je m'explique, on peut avoir 18 ans, ne jamais avoir eu d'enfant et avoir un périnée très fatigué. Et à l'inverse, avoir eu 6 bébés ces dernières années et avoir un périnée en pleine forme. Donc ne pas se fier à notre âge ou nos conditions d'existence. Et toi, tu nous dis que le périnée, il faut y faire attention tous les jours. Vraiment, c'est un truc au quotidien. Oui, moi je suis désespérée parce que, vous allez me prendre pour une folle, mais je pense qu'il devrait y avoir auprès des jeunes filles et des jeunes hommes quand ils ont 12, 13 ans au collège, ou même plus tôt peut-être, qu'ils aient accès à toutes ces connaissances sur le périnée, bien avant de rentrer dans la vie. Vraiment, je pense que ça devrait faire partie des enseignements. Parce que comme il se dégrade assez facilement et assez vite, eh bien, ce serait très intéressant qu'ils le sachent. Et ça éviterait bien des problèmes, à la fois sur les histoires d'incontinence, on l'a dit, mais aussi, par exemple, une jeune femme qui aurait, par exemple, un vaginisme, saurait qu'elle a ça et qu'il y a des solutions, par exemple. Et donc, ce serait vachement important d'avoir des cours d'enseignement sur le périnée. Et justement, tu parlais des conséquences d'un périnée qui serait en mauvaise santé. Donc, celle qu'on connaît le mieux, c'est fuite urinaire. Et tu nous as aussi parlé de problèmes de sel. Moi, je fais le lien pour prendre soin de son périnée de manière assez évidente. J'imagine qu'il y a des comportements à adopter ou à adapter dans notre manière d'uriner. Absolument. Là encore, la folle dingue, toujours. J'aimerais qu'on apprenne aux petites filles, aux petits garçons à aller faire pipi. La seule chose qu'on leur apprend à ces petites filles, à ces petits garçons, c'est de leur dire « Va faire pipi avant de partir, retiens-toi de faire pipi parce que c'est pas le moment. » Bref, on leur apprend à avoir un périnée en mauvaise santé. Donc, moi, j'apprends ou je transmets les informations qui sont à ma disposition à mes patientes pour qu'effectivement, elles aient un comportement vis-à-vis de leur vessie qui soit le plus juste possible. Alors, par exemple, se retenir excessivement, c'est hyper mauvais. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes dans un voyage en voiture, et non, vous voulez vraiment pas vous arrêter, et à la station-service, j'entends, c'est vraiment pas une bonne idée, parce qu'en fait, vous distendez votre vessie, et ça, c'est vraiment pas bon, et en plus, la vessie, elle est énorme parce qu'il y a beaucoup de pipi, et elle appuie sur le périnée, elle va fatiguer les muscles du périnée. Par exemple, ça peut être aussi de pousser quand on fait pipi. Il y a des femmes, elles sont tellement inconfortables aux toilettes qu'elles poussent pour accélérer le jet d'urine. Surtout pas. On doit laisser le jet d'urine s'écouler. Il faut essayer aussi d'éviter les situations où leur vessie va se remplir trop, par exemple, d'anticiper la façon dont on va aux toilettes, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, à la moindre envie qui se manifeste, aller faire pipi. Enfin voilà, donc il y a plein de situations où, par exemple, se priver d'eau ou se priver de boisson parce qu'on a peur de faire pipi. J'ai une question pour toi, Anna. Combien de fois par jour on est censé aller faire pipi ? 5 à 7 fois par 24 heures. 5 à 7 fois par 24 heures. C'est pas tant que ça. Okay. Et par exemple, il y a des femmes, elles me disent « Oh, mais Anna, vous n'y pensez pas. Moi, j'y vais 10 à 12 fois. Ah non, là, c'est trop. Okay. C'est et trop. 1 ou 2 fois, c'est pas bon non plus. Ah non. Et quand tu parles... C'est-à-dire, je me dis 1 à 2 fois, soit on boit vraiment pas assez, parce qu'il faut quand même que tout ce liquide s'écoule. Donc là, je me dis, il y a un loup
quelque part. Oui, mais après, il y a des gens qui sont timides. Ils osent pas aller aux toilettes. Alors, on verra l'histoire des selles après, mais même pour faire pipi, il y a des gens qui s'excusent. Moi, je suis frappée de voir, il y a des gens que je reçois. Oh, excusez-moi, est-ce que ça vous dérange pas si je vais aux toilettes? Non, mais alors ça En va même pas temps, du quand tout. on était à l'école, fallait demander la permission pour aller aux Eh toilettes. bah oui, et ça, je trouve que c'est vraiment pas bien. Je Ok. trouve que c'est vraiment pas intelligent. Je pense qu'il faut que les gens puissent. C'est comme l'alimentation, en fait, on induit chez les gens des comportements qui sont pas les bons. Et sur l'alimentation, c'est le même problème, en fait. Et je pense que c'est ça sur un certain nombre de sujets. Les enfants, s'ils ont besoin d'aller aux toilettes, il faut qu'ils puissent y aller. Vraiment, je pense que c'est vraiment important. Et tu parlais de la position aux toilettes. Moi, j'ai plein de copines qui ont peur de choper des infections urinaires en allant aux toilettes et qui, du coup, ne s'assoient pas sur les toilettes. Elles squattent sur les toilettes. Alors, elles squattent, c'est-à-dire que, comme si elles faisaient un squat à la salle de sport, elles ne s'assoient pas, elles sont en tension pour éviter à tout prix de s'asseoir sur les chiottes publiques, quoi. Très mauvais. Pourquoi c'est hyper mauvais? Parce qu'elles sont pas détendues? Exactement, non, c'est très mauvais. C'est l'idéal pour moi, c'est les toilettes à la turque. Ce qu'on appelle les toilettes à la turque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les toilettes où on est accroupi. Je suis pas d'accord. Qui est détendu dans les toilettes à la turque? Non, parce que les toilettes sont sales, parce qu'il y a des gens qui sont à la porte qui grattent, qu'on est en boîte de nuit. Non, mais donc qui grattent à la porte. Donc ça, c'est pas parce que c'est pas les toilettes à la turque en elles-mêmes qui sont pas détendantes. Quand vous faites pipi dans la nature, accroupi, et que personne ne vous poursuit, Je fais ni un jamais loup, ni ça. un guépard, vous êtes très bien accroupi en Ok. train de faire pipi. Donc non, vraiment, la position physiologique pour aller à la selle ou pour aller uriner, c'est accroupi. Et Attends, d'ailleurs, pour accoucher aussi, d'ailleurs. C'est une position qui est excellente pour le périnée parce que ça positionne bien le bassin et les muscles du périnée sont bien souvent plus détendus. comment on fait quand on veut pas être accroupi? Parce Alors que, voilà, bien en sûr. fait, dans notre appartement, il y a Bon. des toilettes Moi- et on va pas faire pipi dans la baignoire. On n'a pas de baignoire, de toute façon. Mais comment on fait pour Voilà. faire cette position-là, mais aux toilettes? Et bien alors, de deux choses l'une, soit vous faites comme moi, vous vous mettez en demi-pointe. En demi-pointe, c'est-à-dire? C'est-à-dire en fait, l'idée, c'est que l'angle, écoutez-moi bien, l'angle entre les jambes et le buste soit inférieur à 90 degrés. Donc, il Ça, faut c'est notre avoir objectif. les genoux au-dessus du niveau des toilettes. Exactement. Donc, soit vous mettez un marchepied, Ouais. soit vous mettez en demi-pointe. Mais demi-pointe, c'est pas terrible parce qu'on se contracte en demi-pointe. Oui. Voilà, donc c'est pas top. Mais Non. c'est mieux. Ok. Je vais vous donner une petite Mais- technique pour une fois, utilisée par de très nombreuses copines. Elles prennent la petite poubelle et elles mettent leurs pieds dessus. Très bien. Bravo. Mais du coup, comme ça, hop, elles sont rehaussées. Mais oui, non, mais vraiment, alors vous dites, oh, c'est complètement ridicule. Mais attendez, parce que vous faites pipi, on l'a dit, 5 à 7 fois par 24 heures, 365 jours par an, pour un certain nombre d'années. En fait, votre périnée vous le rendra. Je vous assure, votre périnée vous le rendra. Faites-le au moins quand vous allez à la salle, on verra après. Donc, on est d'accord que, pour résumer, ce qu'il faut faire quand on est aux toilettes pour respecter son périnée et faire en sorte qu'il reste en bonne santé, c'est être le plus détendu possible, ne pas y aller trop souvent, mais ne pas y aller pas assez souvent. Donc, Exactement. bien se Et jauger. attention, je ne l'ai pas dit, quand on va faire trop pipi 10 à 12 fois par 24 heures, soit on essaye de la rééduquer toute seule, sa vessie, vous pouvez regarder sur Internet, il y a des journaux mictionnels, soit vous pouvez, parce qu'il y en a vraiment, elles se relèvent la nuit, c'est vraiment pénible. Des femmes, donc n'hésitez pas, vous consultez, là encore, sage-femme, médecin, kinésithérapeute, urologue. Anna, j'ai envie que tu reviennes sur, je crois, une idée reçue, quelque chose qui se véhicule. Le stop pipi, ce serait le fait que quand on va aux toilettes, c'est bon de savoir s'arrêter et se retenir alors qu'on est aux toilettes. T'en penses quoi, toi, Anna, du stop pipi? Oui, le stop pipi, c'est vraiment une chose qui est très souvent apprise par les mères à leurs filles pour entretenir leur tonicité périnéale ou pour vérifier qu'elles ont un périnée toujours tonique. Donc c'est le fait, vous êtes aux toilettes, vous êtes en train de faire pipi et là, vous arrêtez le jet. Très mauvaise idée. Parce que ça favorise les infections urinaires parce qu'en fait, il peut y avoir des urines stagnantes et ça peut faire une prolifération des bactéries. Donc très mauvaise idée. 2, vous apprenez à votre cerveau à vous arrêter alors que vous faites pipi. Et en plus, ça rééduque pas du tout le périnée. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, on abandonne le stop pipi. On s'en fiche. Enfin, ça n'existe pas, quoi. On se sort le stop pipi de sa tête. Au revoir, merci, ciao. Il nous aura pas rendu service pendant 30 ans, mais là, on arrête définitivement sa carrière. Adieu, stop pipi. Adieu, stop pipi. Et donc, tu nous parlais d'adapter notre manière d'aller aux toilettes pour uriner et d'éviter à tout prix. Donc, le stop pipi, on l'a compris. Mais Anna, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de quand on va aux toilettes pour aller à la selle, pour faire caca ou popo. Je sais que toi, c'est plutôt popo. Absolument. Et donc, Anna, quand on va à la selle, que doit-on faire de notre posture? Est-ce qu'il faut se retenir, pas se retenir? Est-ce que c'est les mêmes conseils que quand on va uriner?
Pour la position, c'est exactement comme quand on va uriner. C'est-à-dire qu'il faut avoir les jambes relevées. Donc, soit avec un marchepied, soit vous mettez en demi-pointe, mais on l'a dit, c'est pas top. Soit on prend la petite poubelle des toilettes, enfin, comme vous voulez. Mais les jambes relevées par rapport à votre bassin. Donc, l'angle de moins de 90 degrés. Mais, et le mais est important, il y a une chose qui est terrible, c'est que les petites filles en particulier, et donc qui deviennent des femmes, ont appris à se retenir d'aller à la selle parce qu'il ne faut pas aller à la selle à cet endroit-là, il ne faut pas aller à la selle à cet endroit-ci, etc. Donc les femmes particulièrement, je suis moins spécialiste des hommes, mais en tout cas les femmes, elles peuvent n'aller à la selle, pour la plupart d'entre elles, que, je ne sais pas, Chez à elles. telle heure, chez elles, et encore, chez elles, c'est pas si simple. Chez elles, Il n'y a personne. quand il y a personne, quand on est sûr que, je sais pas quoi. Et donc, elles se retiennent en permanence d'aller à la selle, et ça, c'est extrêmement mauvais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand on a envie d'aller à la selle, c'est qu'il faut y aller tout de suite dans la foulée parce que c'est que la crotte, ça y est, elle est arrivée au bon endroit et qu'on va pas avoir besoin de pousser pour la faire sortir. Combien de fois par jour on est censé aller à la selle? Mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont 2 fois par jour, il y en a des gens qui vont 1 fois par jour et d'autres, ça va être 1 fois tous les 2 ou 3 jours. Mais ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'il ne faut pas se retenir, ça c'est vraiment important, et qu'il ne faut pas pousser aux toilettes. Vraiment. Alors les gens me disent, mais comment ça on pousse pas? Mais non, en fait, quand on va à la selle et quand on y va au bon moment, on ne pousse pas. On fait rien. Quand on se retient trop ou quand on a un rapport où on n'arrive pas à aller aux toilettes, etc., donc on passe son temps à être un peu contrarié, ça va nous rendre quoi? Constipés, ça va rendre notre périnée trop tonique. Enfin, ça va être quoi les conséquences en lien avec le périnée? Alors moi, je suis pas gastro-entérologue, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, souvent quand on se retient, eh ben, on se retient, et du coup, il y a un moment donné, on est obligé de pousser pour aller à la selle. Après, on parlera de la constipation, ça c'est autre chose, mais du coup, et aller pousser, eh ben, c'est pas bon parce que ça va fatiguer votre périnée. Si vous poussez à chaque fois pour aller à la selle, il y a des femmes qui poussent très fort, il y a des femmes qui deviennent toutes rouges, il y a des femmes qui se font péter des vaisseaux sanguins, tout ça pour aller à la selle. C'est vraiment dommage. Il faut vraiment éviter. Alors vous allez dire, oui, mais comment on répond à son ventre et à sa tête que, eh ben, déjà, dès qu'on a envie d'aller à la selle, on va à la selle, même si c'est au travail, même si c'est etc. Il y a toujours moyen. Par exemple, à l'hôpital, c'est vrai que c'est très gênant parce que les toilettes étaient juste à côté de la salle de garde. Et ben oui, j'avais pas du tout envie d'aller à la selle juste à côté de la salle de garde, que tout le monde entende, que tout le monde sente, etc. Et ben dans ce cas-là, vous allez vous isoler dans des toilettes, vous allez dans un autre bâtiment où vous montez, vous descendez. Et puis de toute façon, vraiment, il faut pas être gêné de ça. Les hommes sont pas du tout gênés de ça. Beaucoup moins en tout cas que nous le sommes. Nous, à Slate, on a mis un petit pchit dans les toilettes et du coup, ça va mieux maintenant. Ben oui, par exemple. Non, mais tout à fait. Non, mais en vrai, ça nous fait rire. Ça nous fait sourire depuis tout à l'heure. Mais c'est un vrai problème. Et surtout, en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'on devrait vraiment pas avoir honte. C'est vrai que détabouiser le caca, c'est un peu plus dur que peut-être d'autres sujets. On voit de plus en plus de serviettes hygiéniques dans les toilettes, mais pas de petits panneaux en mode soyez tranquille. Voilà, mais et pourtant, il faudrait vraiment, nous qui en parlons toute la journée, les soignants, on n'a pas du tout de problème avec le popo. Hein. Et après, attention, on n'a pas parlé de la constipation. Attention à la constipation quand on a une constipation chronique. Ça peut abîmer le périnée parce que les selles sont plus difficiles à exonérer. Il faut, pour le coup, essayer de traiter la constipation. Traiter la constipation comment? Ça, c'est pas une sage-femme, pas un gynécologue qui pourra vous le dire. Vous pouvez vous rapprocher de votre médecin généraliste ou d'un gastro-entérologue si vraiment ça prend trop de... Parce que, par exemple, il y a des femmes qui ont vraiment du mal à aller à la selle. Et il faut. Et c'est quoi les conséquences à long terme? C'est-à-dire qu'on fatigue son périnée. En fait, quand on pousse. Et, par exemple, même à l'accouchement, on ne devrait pas pousser presque. On en reparlera de ça, de pousser à l'accouchement. Mais de fait, on ne devrait presque pas pousser. Normalement, c'est un truc qui se fait, c'est un réflexe. Ça doit être un et pas un. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, mais vraiment, les gens, ils me disent, mais c'est quoi la différence? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. Entre la poussée et le réflexe, c'est deux choses qui sont différentes. Maintenant qu'on a évoqué la manière dont on devait uriner, la manière dont on devait aller à la selle, on va remonter un tout petit peu en arrière dans la manière dont on peut prendre soin de son périnée. C'est-à-dire qu'on va parler de ce qu'on peut faire quand on mange ou quand on boit. Anna, c'est quoi un peu les conseils au quotidien sur l'alimentation et l'hydratation? Déjà, je pense que je vais m'avancer, mais pas tant que ça. Il faut bien s'hydrater. Oui, ça on s'hydrate bien et on restreint pas si on est obligé de restreindre ce qu'on boit parce qu'on a peur que ça ait des répercussions sur le nombre de mictions, etc. C'est que ça va pas et qu'il faut s'occuper de sa vessie. Donc on fait attention à ce qu'on boit. Si on voit qu'on a une vessie un peu titillée, enfin un peu fragile, il faut faire attention. Il y a des substances qui sont très irritantes. Attention au thé, au café, aux excitants, les boissons vraiment très énergisantes. Enfin, vous voyez, donc attention à ça. Deuxième volet,
Attention aux variations de poids. Moi, je le dis d'autant plus facilement que j'ai pris 56 kilos, donc je vous le dis avec tout l'amour qui me caractérise. Attention, les variations de poids sont extrêmement mauvaises pour le périnée, parce qu'en fait, plus vous grossissez et plus le poids abdominal est lourd et plus ça va peser sur le périnée et donc ça va fatiguer les périnées. Donc, quand on a un surpoids, une obésité, ça vaut le coup, exactement comme quand on fait du footing, d'aller faire un petit check de son périnée, voir si votre périnée supporte ce surcroît de poids. Et après, sur le reste de l'alimentation, j'ai rien à dire. Évidemment, de toute façon, une alimentation variée, équilibrée, etc., c'est toujours mieux pour la santé. Mais il n'y a pas de contre-indication spécifique. Genre, je sais pas, il faut pas manger de saucisson ou de brocoli parce que ce serait mauvais pour le périnée. Ça n'existe pas. En revanche, j'imagine que de la même manière que dans à peu près tout ce qu'on fait dans la vie, il faut éviter de trop boire et trop fumer. Ouais, mais là, le tabac, particulièrement sur le périnée, est extrêmement mauvais pour 2 raisons. La première raison, c'est que le tabac fait tousser. Vous n'avez pas le temps de le savoir. Et que la toux, c'est le pire ennemi du périnée. Parce qu'en fait, quand vous faites, vous faites une hyperpression, on sent les abdos qui se contractent. Et ça fait une hyperpression sur le périnée. Ça fatigue terriblement le périnée. Il y a des patientes qui, quand elles ont une pneumopathie, donc elles toussent pendant très longtemps, pendant plusieurs semaines, vont avoir une dégradation parfois spectaculaire de leur périnée. Donc, première raison. Et deuxième raison, ça altère la structure des tissus, le tabac. Et donc, ça a un effet aussi sur le périnée, ramollissant des structures tissulaires. Donc, tabac, encore une bonne raison d'arrêter de fumer. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, j'ai été dépendante du tabac, donc je sais que c'est très dur. Mais encore une bonne raison de s'arrêter de fumer. Et l'alcool ? L'alcool, c'est une substance irritante. Pour la vessie, c'est jamais très bon. Ça déshydrate plutôt qu'autre chose. Non, on peut pas dire que ce soit spécifiquement mauvais pour le périnée. C'est mauvais tout court. Mais bon, là encore, je sais que en France, c'est très compliqué de le dire, mais moi, je le dis, c'est un poison, l'alcool. On peut en boire, on peut en avoir un usage récréatif, mais évidemment que l'alcool n'est pas bon pour la santé. Et alors, une fois qu'on a essayé de mieux aller aux toilettes, mieux aller à la selle, mieux manger, mieux boire, est-ce qu'on peut aussi accompagner ça d'une pratique un tout petit peu sportive? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire un peu chez soi pour prendre soin de son périnée? Je sais que toi, tu dis que tu fais des contractions longues quand tu passes en balade le long d'une porte ou d'une vitrine et des contractions courtes quand c'est des petites portes. C'est quoi une contraction longue? C'est quoi une contraction courte? Une contraction courte, c'est vraiment un sursaut, c'est je contracte, allez, 1, 2, 3, hop, je relâche. 1, 2, 3, c'est court. 1, 2, 3, mais 1, 2, 3 vite, vous voyez ce que je veux dire? Genre 1, 2, 3, hop, Ok. je relâche. Une contraction longue, c'est plus de 5 à 10 secondes. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus long. Alors après, je m'amuse en vous disant, oui, les portes-cochards, etc. Mais de fait, trouvez votre truc. Il y a des femmes, dès qu'elles sont dans la queue d'un supermarché, clac, c'est là où elles font la contraction des périnées. D'autres, c'est en attendant le bus. D'autres, c'est assises dans le métro. D'autres, c'est en donnant un biberon. D'autres, c'est en donnant le sein. D'autres, chacun intègre les contractions. Mais attention, on l'a dit, contraction à condition de savoir aussi le relâcher. Si on a un périnée déjà qui est trop tonique, trop exercé à la contraction presque, c'est plutôt des exercices de détente du périnée qu'il faudra faire. Comment on fait pour sentir qu'on contracte son périnée sans avoir à mettre les doigts, comme on expliquait la dernière fois, à l'intérieur pour sentir la contraction? Je fais un petit point de rappel. La dernière fois, on disait, pour voir si notre périnée est suffisamment tonique, il faut mettre un pied sur les toilettes ou sur le rebord de quelque chose pour être un peu en hauteur, insérer 2 doigts et voir si on peut contracter autour de ces 2 doigts. Mais quand on fait des exercices en extérieur et qu'on est habillé, on va pas faire une petite pause pour regarder si c'est bien contracté. Donc, comment on fait pour sentir la contraction, sentir Alors, le bon geste? On le fait, c'est-à-dire quand vous mettez vos 2 doigts pour tester votre périnée, vous allez faire des contractions lentes et rapides pour voir si vous savez bien le faire. Parce que là, vous allez peut-être vous apercevoir qu'en fait, vous poussez au lieu de contracter. Et après, vous saurez le refaire. Mais si vous sentez que vous savez pas très bien le faire, eh bien des fois, il faut aller chez la sage-femme, chez le kiné spécialisé en périnée pour qu'ils vous apprennent à le faire. C'est pour ça que c'est pas pour tout le monde, ça. Mais il y a des femmes pour qui c'est très évident, elles mettent leurs doigts, oui, je vois très bien ce que c'est contracté, et clac, elles vont le sentir. Moi, je le sens très bien quand je contracte mon périnée. Et après, vous pouvez apprendre des exercices qui sont super. Vous allez distinguer les contractions de la sphère urinaire, de la sphère vaginale et de la sphère anale. C'est passionnant. Après, vous allez avoir un périnée. Moi, j'ai un périnée, je le dis, toute simplicité, extraordinaire. Non, mais c'est vrai, mais après, c'est 15 ans d'entraînement où vous avez des trucs plus ou moins rapides dans des zones différentes. C'est génial, hein. Et donc, si on veut un peu au quotidien prendre soin de son périnée, ce qui est hyper important, c'est de se rendre compte des gestes qu'on fait et de se rendre compte de ce qu'est une contraction ou non. Donc, dès qu'on a un doute, c'est qu'on ne sait pas vraiment. On est d'accord. S'il y a le moindre doute sur « en fait, non », c'est qu'il faut le consulter. Mais oui, et vous consultez ne serait-ce qu'une fois. Et nous, on vous dit tout de suite, ah non, oh là là, surtout faites pas les contractions parce qu'en fait, vous faites l'inverse. Ou alors, ah non, là, je suis désolée, vos muscles sont tellement fatigués qu'il va d'abord falloir les électrostimuler avec une machine pour les réveiller un peu avant de pouvoir faire autre chose.
vraiment, venez nous voir. Oui, c'est pas agréable de se mettre toute nue, c'est vraiment pas sympa. Enfin, d'ailleurs, de se mettre toute nue, juste le bas. C'est vrai que c'est pas sympa et vraiment, on a autre chose à faire de sa vie, mais vous le regretterez pas. Pour votre santé globale, c'est vraiment important. Donc la rééducation du périnée, si c'est nécessaire, ça se fait auprès de sage-femme ou kiné et ça peut être aussi avec des petits appareils, Bien sûr. Mais il faut d'abord dire que le terme de rééducation est très mal choisi parce que rééducation sous-entend qu'il a déjà été éduqué. En fait, c'est de l'éducation périnelle, mais bon, ça s'appelle rééducation. Sage-femme ou kiné qui aime le périnée. On n'aime pas tous faire du périnée. Il y en a qui sont plus spécialisés en échographie, enfin ça dépend. Donc il faut vérifier et s'assurer auprès du praticien qu'il a l'habitude d'en faire et qu'il aime ça. C'est pris en charge par la sécurité sociale et vous allez voir, on découvre tout un pan de choses extraordinaires. Et après, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique manuelle, donc là, c'est avec les doigts du praticien, ou la technique avec une sonde. Et dans la technique de la sonde, vous avez soit biofeedback, ça veut dire que là, vous êtes connecté à un appareil, vous allez voir, l'appareil va enregistrer vos contractions, soit électrostimulation. Et là, c'est un appareil qui envoie des impulsions électriques pour réveiller les muscles, pour les faire se contracter. Vous voyez les patchs qu'on met devant la télé pour les abdos? Eh ben, c'est ça, mais à l'intérieur du vagin. Est-ce que tu as des derniers conseils, quant à l'entretien du périnée? On a vu les toilettes, on a vu ce qu'on mange, on a vu, faire des petites contractions et cetera. Est-ce qu'il y a des choses à éviter? On sait que les marathoniens, c'est pas dingue. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'il faut éviter? Oui, il y a des situations à risque. Donc, il y a certains sports à risque où il y a de l'impact, où en fait, vous faites une hyperpression sur les abdominaux qui va projeter tout vers le bas. Donc, apprendre à verrouiller son périnée en même temps, ou alors faire de la rééducation en même temps pour contrebalancer les effets du sport. Il y a le fait de trop porter. Il y a certains métiers qui sont à risque. Les vendeuses, les manutentionnaires, il y a tous ces métiers où en fait, soit elles piétinent trop, soit elles portent des charges lourdes. Et même vous, de manière générale, vraiment, les charges lourdes ne sont l'ami de personne. Moins vous portez, mieux vous allez vous porter. Des fois, on peut pas, malheureusement, pas éviter de porter des charges lourdes. Mais de fait, c'est vraiment pas bon pour rien, en fait, hein, les charges lourdes, mais en particulier pour le périnée, parce que ça fait une hyperpression. Donc là, est-ce que je vous apprends à porter quelque chose ou pas? Vas-y, apprends-nous à porter quelque chose. Non, mais là, c'est vrai que là, c'est pareil. Les gens me disent: «Oh Anna, et cetera, on va pas», parce que, par exemple, je dis toujours qu'il faut verrouiller son périnée tout en permanence. Mais au début, vous me dites: «Mais c'est impossible, j'y arriverai jamais». Mais en fait, ça devient une habitude, ça devient un réflexe pavlovien. Moi, je peux pas m'approcher d'un pack d'eau sans verrouiller mon périnée. Parce que là, c'est pareil. Alors Donc, attends, comment on verrouille son périnée? bah, on verrouille, ça veut dire qu'on le contracte. En fait, OK. vous le contractez, clac, vous contractez, vous toussez, vous contractez, enfin, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une situation à risque d'hyperpression sur les abdos. Mais sinon, pour porter quelque chose, vous placez face à l'objet. On va parler d'un pack d'eau. Donc, vous vous placez en face. Vous écartez vos jambes de la largeur d'un bassin. Vous pliez vos jambes en gardant le dos droit. Vous verrouillez vos abdominaux et le périnée et ch'tounk, et vous placez contre votre ventre et vous vous levez. Je vous assure, c'est une question de réflexe. J'en ai un. Les gens qui sont manutentionnaires, qui prennent l'habitude de le faire, ils vivent beaucoup mieux. Donc vraiment, faites-le et vous verrez, ça va beaucoup mieux. Mais de manière générale, moins on porte, mieux on se porte. Et par exemple, quand vous avez des éternuements, quand vous toussez, etc., pensez à verrouiller votre périnée avant d'éternuer, avant de tousser. Hyper facile en fait. OK. Parce qu'on l'a pas dit, on le dira dans un autre épisode, mais il faut bien s'imaginer qu'on l'a dit, fonction urinaire, fonction digestive et tout ça, c'est hyper important. Donc quand on porte avec les jambes. J'ai l'impression que c'est un peu l'idée, Oui, si je dois résumer. verrouiller son périnée, voilà. On Et en porte se avec tenant les jambes. droit. Tu nous feras une démonstration si tu veux, Voilà. éventuellement un jour. Et chose sur laquelle on n'est pas trop revenu, Anna, prendre soin de son périnée, c'est beaucoup de petits gestes, beaucoup de petites pensées. Et si on le fait pas depuis 30 ans, ça peut nous paraître pas forcément utile parce qu'on se dit, bon, de toute façon, je suis déjà comme ça. Mais si tu veux motiver les femmes à prendre soin de leur périnée, je sais que tu as un argument de choc, c'est que pour la sexualité, si les gens ont une sexualité, c'est hyper bien. C'est hyper bien pour la sexualité et pour tout le reste, on l'a dit, c'est vraiment avoir un périnée en bonne santé, je vous assure, ça rend très joyeux. Non mais vraiment, enfin les femmes qui font des études de sage-femme, du coup qui ont tout un périnée super en forme, il faut le savoir, parce qu'on fait que ça, et ben non mais vraiment, ça permet de plein de choses, sexualité, urinaire, digestif, etc. Et c'est des choses qui paraissent quand on est jeune, on se dit oh là 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 là, etc. Mais ne pas avoir de fuite urinaire à 50 ans, c'est quand même très chouette. Avoir des super orgasmes parce qu'on rapproche les branches, on en reparlera une fois, les branches profondes de son clitoris, c'est quand même super, etc., 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 etc. Donc, Ok. plein d'avantages à avoir un périnée en bonne santé. Merci pour tous ces conseils, Anna. J'espère que ça vous donne envie, à vous qui nous écoutez, de prendre soin de votre périnée. En tout cas, je crois que vous avez compris. C'est hyper important d'en prendre soin. Et n'hésitez surtout pas à demander des conseils et à aller consulter des professionnels de santé pour comprendre un peu mieux votre périnée à vous. Merci encore, Anna, et je vous dis à la semaine prochaine.
C'était Tout sur elle, un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, réalisation Victor Benamou, musique Victor Benamou et Johanna Lalonde.